Merci. Alors, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là parce que c'est vrai que je trouve que l'état d'esprit est très sympa. Peut-être pour commencer en quelques mots, pour me resituer, moi en fait j'ai commencé ma vie professionnelle dans des structures très classiques et avec des décisions qui venaient d'en haut et qui étaient finalement assez loin de la réalité du terrain et on ne se sentait pas très engagé dans le fait de les mettre en œuvre. Donc il y a 15 ans de ça, j'ai décidé de changer de milieu professionnel et j'ai rejoint le monde coopératif par conviction. Et aujourd'hui, depuis 10 ans, je suis à Alma, dont je vais vous parler. Donc aujourd'hui, il faut le voir plus comme un retour d'expérience, un témoignage, moi je ne suis pas coach, sur une conviction qui est que quand on se base sur la confiance, l'autonomie, la responsabilité des personnes, quand on prend des décisions qui sont les plus proches possibles de ce qu'on vit sur le terrain, je pense que ça donne des décisions qualitatives, réactives, et ça donne l'envie de faire, ça donne l'envie de s'engager, et globalement, ça donne du souffle à la structure. Voilà, donc c'est quelque chose auquel je crois et je vais essayer de partager avec vous en essayant de donner des exemples en particulier, parce qu'on se pose toujours la question de comment ça fonctionne, sur notre fonctionnement. Globalement, dans l'idée, je pensais un peu vous présenter très rapidement Alma, la scope, les principes, on va dire, pour savoir dans quel contexte on se situe. Et puis ensuite, vous témoigner sur quelques idées sur comment on a grossi, parce que souvent on nous dit c'est bien, 4-5, ça fonctionne bien, on a du mal à voir quand on est à 100 comment on prend des décisions. Comment on prend des décisions, voilà, des décisions très concrètes, des décisions stratégiques. Comment on arrive à essayer d'être et réactif et impliquant avec les Almaciens. Et puis, si on a le temps, on ouvrira sur des questions de gouvernance. Voilà un peu comment je vous propose d'avancer. Donc voilà, donc toute la question, c'est autour de la prise de décision et de la prise de décision. Alors Alma, aujourd'hui, on est une structure d'une 160 personnes, un groupe de 160 personnes, une centaine de salariés associés en France et des filiales à l'étranger dans 8 pays pour commercialiser nos produits. On a 4 activités, alors ça c'est un peu particulier à notre taille, puisque au fur et à mesure de la vie d'Alma, on s'est lancé dans du service, de l'infrastructure, des solutions collaboratives, de l'édition de logiciels dans l'industrie et dans la santé. C'est aussi lié à notre envie de lancer des projets nouveaux. Et alors, la particularité, c'est que dès le début, on s'est lancé sous forme de scope, qui marque encore très fortement aujourd'hui la culture d'Alma et notre cadre de référence, je dirais. Alors, en quelques mots, je ne sais pas qui d'entre vous connaît déjà la scope. Ouais, déjà pas mal. Alors si je pose une question plus... Qui connaît réserve impartageable ? Voilà, donc c'est d'accord. C'est pour resituer un peu le niveau de connaissance. Alors en 3 idées fortes, je dirais la scope, parce que c'est pas l'idée de rentrer trop dans le détail. La première idée, c'est que les personnes sont au centre de l'entreprise, dans le sens où ce sont les salariés qui sont associés. Donc chez nous, les 95 salariés sont associés de l'entreprise, au bout d'un an de présence. Donc c'est vraiment l'idée de placer les personnes qui travaillent au centre de leur travail. On parle même chez nous de citoyenneté almacienne, parce que on se dit à partir du moment où on rentre à Alma, c'est quelque part un droit de pouvoir donner son avis avec un associé égale une voix. Et là je ferai un peu une comparaison, parce que finalement dans le monde classique, dans notre démocratie, le fonctionnement justement démocratique paraît normal, d'élire nos maires, d'élire notre président, de pouvoir donner son avis, d'avoir des questions sur l'équité, c'est quelque chose qui nous paraît normal. Et on le retrouve finalement assez peu dans le monde de l'entreprise. Donc à petite échelle, on pourrait dire que c'est un peu une réflexion sur la citoyenneté dans l'entreprise, cette idée d'avoir une place chacun avec une voix possible dans les prises de décision. Le deuxième principe, c'est la question de la répartition de la richesse. Puisque par cohérence, en fait, à partir du moment où on dit que ce sont les personnes qui sont importantes, les personnes qui travaillent, il est aussi logique que la majorité du résultat revienne finalement aux personnes qui ont contribué à la richesse créée. Donc en l'occurrence, à Alma, on a un peu plus de 60% du résultat qui est redistribué aux Almaciens dans la structure. Le dernier élément, c'est que le reste du résultat, il est laissé dans l'entreprise pour investir, pour faire de la R&D, etc. Et la particularité de cette réserve, c'est qu'elle est impartageable.
Alors, je ne vais pas rentrer là dans les détails, hein, mais surtout que ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais en tout cas, ça veut dire globalement que c'est un bien commun qui n'appartient que à l'entreprise et qui n'est là que pour se développer, que pour continuer sa vie, son aventure, investir, et qui ne peut pas être revendu. Donc, je pense que c'est quelque chose, alors même si ça ne fait pas l'objet de notre discussion aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez fort dans un monde où la finance prend de la place, de se dire que la logique même de l'entreprise, c'est d'avoir un projet moyen-long terme et de viser la pérennité. Voilà, ça c'est les 3 idées fortes. Maintenant, si vous demandiez à un Almacien, mais finalement, c'est quoi pour toi la SCOP ? Il ne vous répondrait pas du tout ça. Je pense que les 2 principes qui sont importants pour les Almaciens, le premier principe, je dis ça parce que j'ai un peu demandé, hein, du coup, autant vous dire que les réserves impartageables, c'était à peu près aussi peu important ou peu clair que ce qui était dit dans la salle. C'était plutôt la question de la confiance qui était accordée aux personnes et de la possibilité de donner son avis, d'être autonome dans son travail, d'être autonome dans les propositions, par exemple, d'outils qui sont utilisés. On impose assez peu les outils dans l'entreprise, dans la possibilité de proposer un peu à tout niveau, sur son travail, plus globalement dans l'envie au-delà de son travail. Par exemple, quelqu'un a lancé l'idée d'un jardin partagé, parce qu'on a un petit peu de surface en plus, ils se sont lancés dans cette idée, d'une chorale, l'idée de pouvoir proposer au-delà de son travail, voire même quelqu'un qui voulait partir à Singapour, qui a lancé notre structure à Singapour ou au Brésil. Donc c'est cette idée d'être, à partir du moment où c'est pensé, etc., mais en tout cas, de travailler plutôt sur l'autonomie et ce qui va avec la responsabilité dans Alma. Donc ça, je dirais que c'est le premier point qui ressortirait. Alors, pour qu'il n'y ait pas que moi qui vous le dise, on a demandé à quelques Almaciens comment ils vivaient Alma. On n'entend pas. Je ne sais pas si le son fonctionnait tout à l'heure, mais... Alors... Bon, je ne sais pas si pendant que je vais continuer, je vous laisserai... c'est pas très grave, hein, puisque... L'idée, c'était à peu près de pouvoir vous montrer par d'autres personnes ce qui est plutôt ressenti, au-delà des règles qui ne me semblent pas les plus importantes, qui étaient ressenties. Et le deuxième sujet, à la limite, je vais venir là-dessus pendant ce temps-là, le deuxième point qui est fortement partagé, au-delà de cette question de la possibilité de proposer, c'est la prise de décision. Alors, je pense que pour que ça fonctionne, ça devrait marcher. Les idées, qu'on les argumente et qu'on peut prouver que c'est intéressant, on nous donne carte blanche. On a une grande autonomie dans le travail, donc ça c'est particulièrement intéressant parce qu'on peut essayer des choses, parce qu'on n'est pas bridé sur un aspect simplement, on peut explorer un petit peu, etc. Bon voilà, c'est cette idée de pouvoir explorer et de ne pas être régi par des règles. Donc majoritairement c'est des développeurs qui vont s'exprimer. Donc pouvoir expérimenter et lancer des nouvelles idées dans son travail ou au-delà. La deuxième idée qui serait importante pour les Almaciens, c'est autour de la prise de décision. Alors, pour moi, le point fondamental pour pouvoir prendre des décisions, c'est la question de la transparence en amont. Parce que finalement, c'est bien de dire vous pouvez prendre des décisions, mais le premier point d'entrée, c'est de se dire qu'il faut partager l'information. Alors, partager l'information chez nous, ça va être avoir une transparence sur ce qui se passe dans l'entreprise, sur les tableaux de bord. Par exemple, nous, les tableaux de bord sont mis en ligne tous les mois, et chacun peut savoir où on est, où on va, avec une vraie pédagogie économique. C'est-à-dire, moi, je considère que c'est important de comprendre ce qu'est un chiffre d'affaires, une marge brute, un résultat, et que ça fonctionne mieux de comprendre pourquoi l'entreprise fonctionne ou fonctionne pas, plutôt qu'aller dire, bon, il faut travailler plus. Donc c'est plutôt la question de la pédagogie et de la compréhension. On a de la transparence alors, sur les gros clients, sur la stratégie qu'on poursuit, mais aussi sur les salaires, par exemple. Tous les salaires sont transparents. Donc c'est cette idée que finalement, à partir du moment où on a de l'information, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'avoir des lieux de discussion. Parce que on grossit, aujourd'hui on est une centaine de salariés associés, et comment, on ne sait pas vrai à 100,
On ne peut pas tous décider ensemble. Donc c'est déjà d'avoir des temps de discussion qui nous permettent de construire cette décision. Alors ça peut être par exemple, c'était une illustration, hein, on a mis en place par exemple des Alma Café qui sont la possibilité, le midi, entre 13 et 14 heures, de proposer des thèmes pour venir discuter de sujets qui peuvent être très concrets, des retours d'expérience, qui peuvent être, on se pose la question de l'aménagement du terrain, et bien on vient en discuter ensemble, on se pose la question de l'influence des modèles SaaS dans l'édition de logiciels, on fait intervenir quelqu'un d'extérieur. Donc c'est d'avoir des lieux de discussion en plus petits groupes pour permettre de se faire une idée sur les choses. Et alors j'y reviendrai tout à l'heure, hein, parce que très souvent on nous interpelle sur la question du vote, mais finalement le vote c'est, j'allais pas dire anecdotique, mais en tout cas c'est la phase finale de la co-construction. Ce qui est important, c'est plutôt le process qui nous permet d'arriver à des décisions partagées. Bon, voilà, je crois que là je vous ai à peu près resitué sur quoi on se basait pour avancer. Je sais pas si... Je pense que c'est à peu près clair pour avancer. Je voulais du coup maintenant vous illustrer comment on a grandi et qu'est-ce qui fait qu'on a essayé en tout cas de continuer ce fonctionnement coopératif en atteignant, parce qu'à 4-5, je vous disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est assez simple de se dire, bon, on se met ensemble, on partage, on avance. À 95, on s'est dit, il y a quelque chose qui doit être mis en place pour pouvoir continuer à être aussi réactif et, et en impliquant toujours les personnes. En fait, on est passé par la mise en place de scopettes, c'est-à-dire de petites structures. En moyenne, on est entre 10 et 20 personnes sur ces structures. Alors, il y en a une qui grossit et du coup, qui nous interroge un peu en ce moment. Mais idéalement, en tout cas, on se dit que des structures de 10 à 20 personnes, c'est une bonne taille pour que les personnes soient proches des décisions, pour qu'on voit bien le lien entre son travail et le résultat, et pour qu'on puisse participer aux discussions. Donc on a aujourd'hui, Alma, on a 7 scopettes qui, en général, sont quand même plutôt sur une activité donnée, hein, et dans lesquelles, au-delà, alors on pourrait dire, mais c'est comme une business unit. Alors c'est un peu vrai, puisqu'effectivement, on a un tableau de bord, etc. Mais au-delà de ça, il y a cette même idée de faire fonctionner la sous-équipe de manière autonome. C'est-à-dire qu'au-delà du fonctionnement d'Alma sur lesquels on a partagé un certain nombre de principes, chaque sous-équipe est autonome sur son activité pour prendre ses décisions courantes, pour avancer, etc. Alors ça, c'est sûr que ça permet beaucoup de réactivité et ça permet de donner le sentiment, en grandissant, d'être très proche des décisions qui sont prises. Et au-delà de la scopette, ce qu'on a introduit, c'est de se dire, bon, mais c'est bien, mais finalement, si on se retrouve avec un responsable, comment on va continuer à avancer, à se dire est-ce que tout fonctionne ou pas dans ces sous-équipes. On a introduit du coup cette idée qu'on appelle ELVA chez nous, élaboration-validation, et qui est de dire tous les 3 ans, on fait un point d'étape pour voir où on en est, qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc c'est vraiment un temps d'amélioration de fonctionnement, et aussi un temps de validation du responsable, parce qu'on considère que une équipe, on ne peut pas imposer à une équipe un responsable dont elle ne veut pas. On pense que ça ne peut pas fonctionner. Et donc, on prend ce temps-là tous les 3 ans. Et le deuxième sujet, c'est aussi de se projeter un peu et de se dire où on veut aller demain. Ça serait quoi nos objectifs pour demain ? Oui, bon. Tous les 3 ans, on a un audit où on va dire qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui doit être amélioré. Et on peut même dire ça ne fonctionne pas avec ce manager. Donc, on lui donne aussi une casquette, en fait. On lui dit tu vas nous manager pendant 3 ans. Voilà, donc ça c'est assez particulier. Encore une fois, je reviens sur la question du process. Parce que la première étape, ça va être de prendre un temps avec l'équipe, sans le responsable, pour travailler sur, finalement, sur vos 3 années, qu'est-ce qui a bien fonctionné dans la communication interne, dans la prise de décision, dans la clarté de la stratégie, qu'est-ce que vous voudriez garder, et qu'est-ce qu'au contraire vous pensez qu'on doit travailler et qui doit être amélioré. Et ensuite, ça fait l'objet d'un travail, d'un plan d'amélioration. Donc ça, c'est la première étape. Alors parfois, c'est vrai qu'il y a un dysfonctionnement et on se dit finalement on est vraiment dans le rouge. Il y a un dysfonctionnement, comme le dit Candice dans le témoignage. Il peut y avoir des dysfonctionnements et on peut en arriver à un changement de responsable. Le deuxième sujet, c'est de se dire où on en est d'un point de vue stratégique, où on est positionné et comment on va construire l'avenir de cette équipe. Donc voilà, donc c'est ce qu'on appelle chez nous le ELVA. Alors il ne faut pas penser que on a cette manière de fonctionner et que ça a toujours été comme ça. Hein. Là, je vous décris instantanément
ce qui fonctionne à Alma, sachant qu'on est passé par plusieurs étapes de tests, de mise en place. Pendant un moment, c'était plutôt des votes, c'est-à-dire chaque équipe votait et élisait son responsable uniquement, sans ce processus de construction. Et puis on a fait évoluer, voilà où on en est aujourd'hui, et je pense qu'on doit continuer à évoluer parce qu'il y a un certain nombre encore de points d'amélioration. Donc ça, je dirais que c'est la première chose qui a permis de grandir et de continuer à avoir cette possibilité forte d'être impliqué pour chacun dans les prises de décision. Oui, bon, c'est un côté... alors, du coup, d'un point de vue prise de décision, tout ce qui peut l'être va l'être au sein de la scopette. Alors, pour vous l'illustrer, je peux vous parler du recrutement. Par exemple, le recrutement, on va se donner un peu une idée de comment on recrute dans Alma, mais à partir de ce moment-là, chaque recrutement va être réalisé dans les scopettes. La première étape, ça va être un entretien plus classique sur des compétences, etc. Et puis ensuite, on a un deuxième entretien avec l'équipe, sans le responsable, pour discuter, plus informel, pour discuter de comment ça se passe dans l'équipe, qu'est-ce que ça veut dire du coup devenir almacien. Et je pense que ça a un double intérêt. Ça a un intérêt à la fois pour le candidat de comprendre dans quel environnement il arrive et à quel point il pourrait adhérer à ce fonctionnement. Et ça a un intérêt aussi d'avoir un avis un peu plus large que juste une seule personne, parce que finalement le recrutement c'est essentiel. Enfin, c'est vraiment comment on va faire perdurer la structure demain. Donc effectivement, on prend un petit peu de temps puisqu'on mobilise entre 5 et 10 personnes sur ce deuxième recrutement. On mobilise un peu de temps en amont. Mais moi, je suis assez convaincue du fait qu'on gagne du temps en aval, qu'on prend des décisions qui sont peut-être, il y avait certaines personnes, on les aurait recrutées, on n'avait pas vu que c'était peut-être pas complètement adapté. Donc je pense qu'on prend des meilleures décisions et qu'en plus, quand les personnes ont participé à cet entretien, ça leur donne envie que ça marche derrière. Ça veut dire qu'il y a un engagement dans le fait que, ils ont envie que la personne, elle s'intègre, elle soit formée, que ça fonctionne. Donc je crois assez au fait que, oui, on perd du temps en amont dans nos prises de décision, je pense, parce qu'on implique plus de personnes, mais j'ai l'espoir qu'on prenne des décisions un peu plus adaptées au terrain, en tout cas, et que je suis assez sûre qu'il y a une envie et une adhésion, parce que même que les personnes qui ne sont pas d'accord, je pense qu'elles respectent le fait que, globalement, il y a eu une envie de partir sur cette décision-là et de la mettre en œuvre. Alors, oui, bon, ça c'est Raphaël qui témoigne sur ton troisième entretien. Donc un entretien d'équipe avec toutes les personnes qui sont concernées par le poste qui était recherché. Et c'était, je ne sais plus, 5-6 personnes. Et dedans, il y en avait quelques-uns qui étaient très stressés de me rencontrer. Ils m'ont dit, je suis stressé, j'ai l'impression que c'est mon entretien. Et moi, je dis, moi, je suis très décontracté, donc pas de souci, ça va bien se passer pour vous. De toute façon, c'est mon entretien. Donc, ça permet de voir le feeling dans les deux sens, c'est-à-dire l'équipe, ce qu'elle attend de moi en tant qu'humain, et moi, si je sens que je peux m'intégrer avec eux ou pas du tout. Voilà. Donc, alors par exemple, moi, pour arriver à Alma, donc c'était il y a une dizaine d'années, moi j'ai eu 9 entretiens. Parce que j'ai rencontré l'ensemble, d'abord le conseil d'administration, puis l'ensemble des almaciens. Donc, effectivement, on peut dire, oui, c'est long, ça prend du temps. Mais je pense qu'à un moment donné, à la fois pour moi, pour me rendre compte de dans quelle structure j'allais arriver, et pour les personnes, ça crée une vraie adhésion qui est beaucoup plus forte et qui fait que, de toute façon, on en aurait parlé derrière, donc qui permet de donner plus d'implication et à l'équipe et à moi-même dans le fait qu'on ait envie que ça marche. Voilà, donc ça c'est pour illustrer un petit peu ce qui se fait plutôt dans les scopettes d'un point de vue prise de décision. Donc c'est l'idée que les personnes, pas toutes, mais en tout cas qu'un certain nombre de personnes à chaque fois soient mises dans la boucle. Alors la question qu'on peut se poser, c'est ok, tout ce qui peut être fait dans les sous-équipes, Maintenant, au-delà de ça, il y a quand même des décisions qui sont plus transversales. Et là, c'est vrai que, alors là, je ne vais pas vous dire, on a un remède miracle pour prendre une décision qui concernerait 100 almaciens. Ce qu'on a mis en place, en revanche, c'est l'idée, alors je reviens sur cette idée de transparence, c'est-à-dire de se dire, dès le début, quand on se pose la question d'un projet, on va en parler. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que le projet soit complètement finalisé
pour dire, voilà, on veut racheter une société en Allemagne, par exemple. Non, dès le début, on va se dire, voilà, on se pose des questions, parce qu'aujourd'hui, sur le marché allemand, on n'est pas très fort, on a du mal à se développer par nous-mêmes. Du coup, on se pose la question d'avoir un rapprochement avec une autre structure. Ça va être discuté et en tout cas on va en tout cas informer dès le début très en amont. Puis, il va y avoir des discussions avec les personnes concernées. Alors, puis enfin, arrive le temps de vote. Alors, je vais essayer de vous l'illustrer avec quelque chose qui peut un peu interpeller. C'est la question de la construction de la stratégie. Et j'insiste sur le fait, puisque du vote, qui finalement n'est que l'étape finale de la validation d'un processus. Alors, en 2009, si je prends un exemple, en 2009-2010, et pour ceux qui l'ont vécu, on a vécu quand même une sacrée crise en France. Et nous, on est lié à l'investissement industriel, puisqu'on fait des logiciels pour piloter des machines. On a une très forte baisse d'activité. Donc à ce moment-là, on décide de réinterroger l'avenir d'Alma et de se dire comment on avance demain, comment on crée notre avenir. On en fait un groupe de travail pour réfléchir aux possibilités, aux voies qu'on a de projets possibles pour l'Alma de demain. Ensuite, on va partager en petits groupes de 10 personnes ces questions en disant, voilà, on est là aujourd'hui, on est très dépendant de l'industrie, on est très fortement lié à l'Europe de l'Ouest, en particulier à la France à cette époque-là. Quelle est la voie qu'on retient pour demain ? Et donc, ces petits groupes de travail nous ont permis de discuter de qu'est-ce que ça veut dire ce problème, quelles seraient les voies possibles, est-ce qu'on doit plus s'internationaliser, est-ce qu'on doit plus investir sur nos produits, est-ce qu'on doit au contraire plus trouver une voie de diversification pour Alma, et qui a donné du coup, alors toute la question étant d'intéresser sur des sujets qui ne sont pas des sujets courants, c'est-à-dire quand je vous parlais tout à l'heure de recrutement, c'est assez, c'est très proche de notre vie, de notre réalité, on est très vite dans le bain. Quand on commence à parler de questions moyen-long terme, de projets plus d'entreprises, ça c'est toujours une des questions, c'est comment on est suffisamment impliquant, comment on rend les personnes suffisamment critiques sur les projets qui sont proposés. Donc il nous semble que les discussions en petites équipes permettent d'être libres, parce que quand on est là on le voit, c'est pas facile d'avoir des vraies discussions, alors qu'en sous-équipe c'est beaucoup plus facile. Donc on a eu un temps de travail en sous-équipe qui nous ont permis de déterminer 2 voies, qui ont été de dire, finalement, on pense que, 1, il faut plus s'internationaliser, 2, il faut qu'on se diversifie, en l'occurrence, qu'on se lance dans des secteurs qui font un peu sens pour nous. Et de ces groupes de travail étaient sortis 3 secteurs, le transport, l'éducation et la santé. Et quelques années plus tard, donc si on regarde aujourd'hui, on est effectivement éditeur dans le monde de la santé, ce qui s'est fait aussi par une croissance externe. Et le fait d'arriver à la croissance externe, de travailler dessus et d'avoir une vraie envie que ça fonctionne, donc c'est une structure qui aujourd'hui a été fusionnée avec Alma, je pense que c'est parce que la stratégie a été vraiment construite ensemble et partagée que, on dit souvent les fusions ça marche pas très bien, etc. Je crois que c'est parce qu'il y avait une vraie volonté d'aller dans ce sens qui a entraîné le fait d'avoir aujourd'hui que ça a été vécu, on va dire, comme une envie de faire et comme un nouveau projet pour Alma, impliquant, etc. etc. Donc, là, c'est plutôt sur l'Assemblée Générale. Pardon, c'est pas passé en... Voilà. Bon. Quelques petits problèmes techniques. Bon, écoutez, je ne sais pas si... je ne vais peut-être pas perdre de temps là-dessus, sur le fait de les lancer. C'était plutôt des témoignages sur le fonctionnement de notre Assemblée Générale, qui était un moment où on validait effectivement les décisions, mais qui ne devait être vu que comme la fin d'un processus. Alors, je pense que si on veut complètement éclairer la question des prises de décision, il y a une question qui se pose, c'est la question de la réactivité. Parce que on nous dit souvent, c'est bien, mais si vous devez tous discuter, comment vous allez pouvoir prendre des décisions très vite. Alors là, je voudrais l'illustrer par un sujet très récent. C'est que le terrain à côté de chez nous a été à vendre. Donc nous, on a un petit problème de place, on est à Saint-Martin-d'Air, on a un problème de place. Et on s'en est aperçu le jeudi parce qu'on a vu qu'il y avait des remises en état du terrain. Et on s'est dit, quand même, ça pourrait être une super opportunité pour nous de nous développer sans avoir à déménager. Donc,
le jeudi, on a pris contact, on est remonté, on a pris contact avec la propriétaire et on s'est dit, bon, ben, quand même, il y a quelque chose à faire très vite parce qu'il y avait déjà un promoteur qui était en négociation finale. Alors, par exemple, sur ce sujet, à votre avis, entre le moment où on a eu cette information et le moment où on a fait une offre complètement définitive, bouclée en termes de conditions de financement, permis de construire, etc., à votre avis, il a fallu combien de temps ? 2 semaines, hein, pas mal, pas mal. Je vois qu'on est un peu... Alors c'est même moins que ça. Un peu moins que 2 semaines. Ouais, c'est ça. On a fallu 8 jours. Donc, alors évidemment, vous êtes, je pense, un public très sensible à ces questions. Si on fait les mêmes discussions, par exemple, quand on en parle dans des milieux économiques plus classiques, c'est sûr que moi, je suis toujours interpellée sur cette question. Ah ouais, mais travailler avec vous, ça va prendre du temps, etc. Et donc, je pense que ce qui est important pour nous, c'est de l'avoir en tête et de se dire, eh bien, oui, on a envie que les projets soient partagés, mais on doit être réactif. Et on le dit souvent en interne, bah oui, on a envie de baser notre fonctionnement sur la coopération, ce qui n'empêche pas la réactivité. Donc, sur ce sujet, alors pour vous donner par exemple les étapes, eh bien, on s'est dit, OK, il y a cette opportunité, on va aller la voir. Donc, on a fait un petit groupe de personnes intéressées pour aller voir le terrain. On a tout de suite envoyé un mail aux Almaciens pour dire voilà la possibilité, voilà un peu où on en est, il va falloir réagir très vite. On s'est donné quelques jours pour comprendre les prix du marché, etc. On a proposé un Alma Café, le formule dont je vous parlais tout à l'heure, 13-14 heures pour dire voilà, c'est une belle opportunité, voilà ce que ça veut dire, voilà le risque pour Alma, voilà à peu près le coût. On n'a pas de projet, c'était ça un peu la question, c'est qu'on n'a pas vraiment de projet, on n'a pas de permis de construire, mais on sait en revanche que si on ne se positionne pas, on ne l'aura pas. Donc, encore une fois, cette idée d'avoir une discussion informelle, non obligatoire, pour pouvoir discuter pour ceux qui le souhaitaient, pour approfondir la question. Puis, un vote proposé sous forme d'interview en fin de semaine en disant ben voilà, on vous propose de voter sur le sujet. Ce qui nous a permis du coup le lundi suivant de faire une proposition définitive qui était à la fois une manière de se positionner rapidement et en même temps une manière de dire on l'a pas. C'est une idée qui est partagée parce qu'elle a permis, même si c'était en 1 semaine de temps, d'arriver à une convergence de points de vue que oui, ça peut être intéressant d'avancer. Et pourquoi c'est intéressant à mon sens d'en parler dès le début, c'est qu'aujourd'hui on se pose la question, au-delà de nos propres besoins, d'avoir une pépinière pour Alma, c'est-à-dire de faire venir d'autres entreprises, de se dire qu'est-ce qu'on pourrait en faire d'autres au-delà de notre propre bâtiment. Et quand je vois, alors souvent la question de changement de bâtiment, changement du cadre de travail, c'est quand même, il y a beaucoup de débats, beaucoup d'insatisfaction, je ne dis pas qu'on va les éviter, mais en tout cas, ce qui peut être différent, c'est le fait que dès le début, et à toutes les étapes, on a une prise en compte de ce qui peut être dit. Donc de dire, voilà, s'il y a un 3e bâtiment, soit c'est tout le monde déménage, soit c'est certain, mais en tout cas, on sait que ça ne va pas être imposé. Et je pense que très souvent, c'est ce qui est dit, si on sort un peu d'Alma, parce que je ne voudrais pas qu'on croie que c'est un modèle qui fonctionne que dans le mode coopératif. C'est-à-dire, je pense qu'on se base sur la coopération dans notre fonctionnement, mais qu'on soit scope ou non, finalement, c'est juste une idée de comment travailler ensemble. De comment travailler ensemble en interne, mais aussi comment travailler ensemble en externe. C'est-à-dire, je pense, ça déteint forcément dans la collaboration qu'on peut mettre en œuvre en externe avec nos clients, nos partenaires, qui est que, on n'est plus sur des relations dans la durée, de l'envie que ça se passe bien et que ça dure, plutôt que d'être dans des confrontations sur du prix, sur du court terme. Voilà. Donc ça, c'était plutôt une illustration sur la réactivité. Alors, si on regarde... Ah oui, ça ne marche pas, on a dit. Bon, voilà. Sur les autres sujets, alors je ne sais pas combien de temps il me reste, 42 minutes, 42, qui est là. 20 minutes. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir le temps d'aborder tous les autres sujets. Ce que je vous proposerais bien, il me semblait, au-delà des questions de comment on grandit, comment on prend une décision, qu'on peut se poser des questions soit de gouvernance, finalement comment on met en place une gouvernance dans notre structure, soit plutôt de transversalité. Qu'est-ce qu'on met en place pour finalement pas avoir plein de scopettes différentes ? Alors, si je n'ai pas le temps d'aborder les deux, est-ce que je peux demander à ceux qui préféraient la gouvernance de se lever ?
Ok, merci. On va faire l'inverse aussi. Et ceux qui préfèrent la transversalité, de se lever. Waouh. Voilà. Tout ça pour vous dire que les votes, quand on est sur du 50-50, ça crée de la frustration. C'est pour ça qu'il faut travailler la construction en amont. Alors, je vais essayer de me dépêcher et de faire les deux, du coup. J'ai quand même le sentiment que la transversalité, il y avait un tout petit peu plus de... Alors, il y a un vrai problème sur le... Bon, ça ira sans. Hein. Alors, sur la transversalité, en fait, les questions qui peuvent se poser, c'est effectivement, mais à la limite, on peut faire le lien entre les deux. Je vais essayer de répondre à vos deux, peut-être, attentes. Comment on arrive à ne pas se retrouver avec 7 scopettes différentes et en même temps, comment on arrive à créer, dans des métiers qui sont différents, à créer quand même du lien. Alors, je pense que la première chose, je vous parlais tout à l'heure de la question de pouvoir proposer. Eh bien, on essaye de pouvoir proposer aussi sur des temps transversaux, des temps qui créeraient du lien entre les Almaciens. Alors là, bon, le témoignage, on ne va pas le voir, mais c'était une personne qui avait proposé l'idée de faire un Ship It Day et de dire, bah voilà, on aurait envie une nuit de tous ensemble travailler sur des projets qui nous intéressent, qui soient, alors certains ont proposé de repeindre Alma avec des fresques parce qu'ils trouvaient que c'était un peu tristoun, d'autres ont proposé de faire des bornes d'arcade parce que ça les amusait, d'autres ont fait des choses plus métiers pour améliorer des logiciels sur lesquels ils n'avaient pas le temps de travailler, et ils ont dit, bon ben voilà, nous on propose de faire ça. Alors moi, très souvent, quand on parle de ça, c'est de dire, très bien, banco, mais maintenant, vous le mettez en place. Donc, parce que c'est sinon proposer juste... En fait, c'est pour ça que je dis toujours que l'autonomie et la responsabilité, pour moi, ça va ensemble. C'est que je pense qu'il faut cultiver le fait que pour que ça fonctionne, il faut se sentir responsable de ce qu'on propose ou des positions qu'on prend. Donc, en l'occurrence, voilà, là, le Ship It Day a été mis en place et a été porté complètement par des personnes qui avaient envie de le porter sur une nuit, une matinée, pour réaliser des projets assez larges et qui ont permis aux personnes de travailler ensemble et de recréer du lien au-delà de leur propre travail. Donc je dirais que ça, la transversalité, du coup, elle va passer soit par des échanges de pratiques, mais il faut quand même le dire, on est sur des métiers assez différents, donc c'est vrai sur le développement, sur les pratiques de développement, sur des pratiques commerciales, mais on est quand même sur des choses assez éloignées, et surtout sur de la proposition de temps commun et de culture commune, type Ship It Day, type Alma Café. Ce qui va constituer aussi la colonne vertébrale d'Alma, alors là je vais essayer de rebondir sur la gouvernance du coup, et qui joue aussi sur la transversalité, c'est le fait d'avoir un conseil d'administration qui soit constitué de l'ensemble de ces scopettes. Alors comment aujourd'hui, parce qu'encore une fois, il a beaucoup évolué dans le temps, on est passé par des CS, des CA, etc. Instantanément, en tout cas, on a un conseil d'administration qui est constitué des responsables des scopettes, qui eux-mêmes ont été, vous vous souvenez, validés par leurs équipes, et constitué d'Almaciens qui postulent, eux, sur le fait de porter des projets, d'avoir envie de s'investir. C'est aussi une manière de grandir, d'apprendre, parce que je pense que c'est une manière de voir des choses un peu différentes et de faire avancer Alma. Donc c'est aussi ce qui crée un organe qui permet d'avoir, à un moment donné, une centralisation, si besoin, des décisions qui peuvent être prises et des principes. Alors je parle plus de principes que de règles, c'est-à-dire qu'on essaye de dire, on essaye de mettre en place le minimum de règles possibles, parce qu'on croit plus à la question des individus, au fait de se dire quand il y a un problème, plutôt que mettre une règle, et ça je pense que c'est une vraie, comment dire, il faut y faire vraiment attention parce que naturellement quand il y a un problème, on va venir nous voir en disant tu vois là il y a un problème, il faut mettre une règle. Donc c'est vraiment de dire non, c'est pas comme ça qu'on résout forcément un problème, c'est plutôt de discuter, de dire comment on va résoudre ça, c'est pas la loi qui va résoudre notre façon de fonctionner, sur quel principe on a envie d'avancer. Ok, il y a la loi qui dit au bout de tant de temps, on doit dormir, mais ce qui est important, c'est quand on est en déplacement et qu'on est fatigué, si on est fatigué, on dort là où on est. C'est plutôt, vous voyez, de discuter et de dire qu'est-ce qui fait sens, plutôt que donner des règles communes. Et le conseil d'administration, il est là pour essayer de donner de la cohérence globale et d'essayer de donner la cohérence globale, de centraliser les questions stratégiques pour Alma avant de les redescendre dans les sous-équipes,
et de réfléchir à ces principes qui font le fondement et la colonne vertébrale d'Alma. Donc je dirais que c'est ça les deux sujets qui permettent la transversalité. Alors là, je vous ai quand même beaucoup dit, parce que j'ai beaucoup d'attachement à ce fonctionnement. Maintenant, je voudrais aussi dire que c'est pas simple tous les jours et c'est pas idéal, parce que comment dire, ça demande de l'énergie, c'est-à-dire ça demande de l'énergie pour que ça fonctionne. Contrairement à ce que je pensais il y a 15 ans, quand je suis arrivée dans le monde coopératif, je m'étais dit oulala, mais finalement tout le monde va vouloir donner son avis tout le temps, comment on va le faire fonctionner, etc. Et je pense que c'est l'inverse, c'est-à-dire pour que ça marche, pour que les gens, pour que on prenne pas des décisions trop descendantes, pour que vraiment on ait une attention à ce que les personnes se sentent concernées, à ce qu'il y ait de l'envie, à ce qu'il y ait de la proposition, eh bien en fait ça demande beaucoup de travail tout le temps pour faire en sorte que la démocratie vive dans la structure et que chacun ait cette envie de comprendre, et d'être critique sur les décisions qui soient prises et pas seulement être en mode j'ai confiance dans la décision qui a été prise. Donc je dis ça parce que je voudrais pas moi je suis pas là pour dire voilà il y a un système idéal, je suis juste là pour témoigner de ce qu'on vit. Je sais aussi que ça entraîne, il y a des limites ou il y a des contradictions. Parfois être salarié, être associé, c'est une vraie contradiction. Parfois on dit qu'on veut l'épanouissement des personnes, mais on veut aussi la performance de la structure. Eh bien, parfois, c'est des tiraillements dans les choix qu'on doit mettre en œuvre. Je vous parlais du jardin tout à l'heure. Bah oui, il y a eu une discussion sur mais est-ce que vraiment l'entreprise, c'est un lieu où on va aller faire un jardin ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on va rester aussi efficace dans notre travail ? Voilà, donc c'est pas évident, ce que je suis en train de... J'essaie de vous l'illustrer par un certain nombre de sujets, mais c'est pas évident, ça entraîne des discussions. Et puis, après, par exemple, sur cette question du jardin, c'était de se dire, finalement... C'est intéressant que les personnes se sentent attachées à leur entreprise et qu'il y ait cette envie d'y passer du temps. Et on a la croyance que plus on y est attaché, plus il y aura d'envie et que l'envie, c'est quand même un peu la base de notre implication et du fonctionnement futur. Donc, oui, il y a des limites, il y a ces espèces de contradictions. Il y a cette énergie qu'on doit déployer pour que ça marche à tout niveau. Il y a aussi le fait qu'il ne faut pas se leurrer, que parfois on a aussi des votes un peu idiots ou des discussions un peu du type est-ce qu'on doit avoir du café équitable ou du café bio ? Enfin, vous voyez, parce que oui, le fait d'avoir des votes parfois, ça arrive à des sujets qui sont pas forcément, qui nous semblent pas forcément les plus importants. Mais j'ai la conviction quand même que c'est ce qui donne du souffle à la structure, que 40 ans après, on est là et qu'il y a un vrai attachement, en tout cas, des personnes à la structure et que ça fonctionne et que c'est une manière de fonctionner qui me semble permettre à chacun de trouver sa place et de permettre à la structure d'être performante. Voilà. Alors après, il nous reste plein de défis. Encore une fois, je redis, je ne vous ai parlé que de ce qu'on était aujourd'hui. Il nous reste plein de défis. Aujourd'hui, par exemple, je vous disais tout à l'heure, on est à l'international. De plus en plus, on a maintenant plus de 60 personnes qui sont à l'international et récemment, donc là, lors de notre séminaire il y a 2 mois, nous ont interpellés en disant nous, on est dans un groupe coopératif, mais finalement, nous, on n'est pas associés. Et à juste titre. Donc c'est vrai que oui, on essaye de pas remonter, on remonte pas de dividendes, on a de la transparence dans les filiales, mais on n'a pas ce système dans nos structures à l'étranger, en Allemagne, en Chine, au Brésil, etc. Et il y a une interpellation un peu forte en disant, nous aussi, on a envie d'avoir ce même type de fonctionnement chez nous. Donc ça, c'est un vrai défi pour 2020. Je pourrais vous en citer d'autres, on grossit, et il y a une de nos scopettes qui a atteint une taille critique et on pense que on est 35, comment on va continuer à fonctionner ? On s'aperçoit que les personnes sont un peu plus loin des décisions. Comment on va continuer à avoir ce même type de fonctionnement demain ? Voilà, tout ça pour vous dire que j'y crois, mais que ça demande une adaptation continue et que c'est pas une description d'un bon fonctionnement tel qu'on pourrait duplicable et tel qu'on pourrait le vivre. Alors, je voulais qu'on se laisse 5 minutes peut-être, s'il y avait des questions. Sinon, je peux continuer sur d'autres thèmes. Mais si vous vouliez poser des questions sur le sujet, n'hésitez pas. Ouais. Alors, c'est un micro. Ouais. Ah, si, ça marche. Bonjour. Bonjour. J'avais une question à propos du recrutement.
qui détermine qu'il y a un besoin en recrutement? Est-ce que c'est du coup les équipes aussi qui peuvent dire on a besoin de quelqu'un, ou c'est déterminé par d'autres personnes? Alors, en fait, les besoins remontent forcément des équipes. Alors, les besoins remontent des équipes, c'est-à-dire les équipes disent on est en limite, on pense qu'il faudrait recruter quelqu'un. En revanche, le recrutement, les demandes en tout cas, sont à un moment discutées au conseil d'administration pour donner de la cohérence globale et pour voir si dans les grandes lignes on va au bon endroit. Mais il n'arrive jamais qu'on décide d'un recrutement qui ne soit pas partagé par les équipes. C'est-à-dire que, alors ça peut venir aussi du conseil d'administration qui dit on voit que sur ce sujet on a besoin d'investir plus fortement. En ce moment en plus on a des gros enjeux d'investissement sur nos produits, donc on a beaucoup de recrutement et ça arrive que ce soit plutôt en mode le conseil d'administration dit non mais là on a un challenge à relever, il faut qu'on investisse plus. Mais ça n'arrive jamais que ça ne soit pas partagé par les équipes. C'est-à-dire l'élément fondamental de prise de décision, c'est d'abord l'équipe concernée, la sous-équipe concernée. Que du coup, ça marche pas. Si, ça marche. Oui, ça marche, je pense. Il faut le taper. Ouais. Est-ce que du coup, en lien avec la décision du recrutement, il y a, le côté financier ressort? C'est-à-dire, est-ce que le fait de recruter une personne, ça peut impacter, les primes, ou est-ce que pour décider de ce recrutement, il s'est partagé l'impact économique? L'impact économique est partagé. Alors, c'est-à-dire, effectivement, comme le résultat ensuite est mutualisé et partagé entre les personnes, on pourrait se poser, alors moi c'était une de mes questions en arrivant d'ailleurs, c'était de me dire à quel point on va sous-investir parce que finalement, ça va avoir un impact sur les résultats des personnes. Alors là, encore une fois, c'était un travail pédagogique en se disant, on est là aujourd'hui, si dans 10 ans on n'investit pas suffisamment, ça veut dire quoi Alma dans 10 ans ? Et donc, on partage les plans d'investissement et on trouve des mécanismes qui font que, alors on a la chance aujourd'hui d'avoir un bon résultat, qui fait que ces questions sont très comprises. Mais en tout cas, c'est aussi un travail sur la partie financière et sur la compréhension économique. C'est partagé, oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, moi, j'en profite du coup. Ah, ça ne va pas aller jusque. Ouais, puis après, je le lance, okay. C'est promis. Le manager est choisi par l'équipe. Est-ce que le manager il est évalué par l'équipe toutes les années aussi pour son augmentation, par exemple? Alors en fait, le manager a un mandat. On considère que toute personne, tout responsable doit garder une part opérationnelle. Donc il a un mandat de 3 ans pendant lequel il a une prime de fonction de 3 ans. Et il est évalué. En tout cas, il y a cette discussion de fonctionnement avec l'équipe tous les 3 ans. Pas entre deux. Alors, entre deux, ça peut arriver évidemment, puisqu'on considère qu'à tout moment, une équipe peut considérer que ça ne fonctionne pas avec son responsable. Donc, c'est possible à tout moment. En revanche, formellement, c'est quand même tous les 3 ans qu'on prend ce temps de discussion, d'amélioration, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un retour de fonctionnement. Et dans le cadre de sa candidature, on présente la prime de fonction. Alors, je voulais... Bonjour. Bonjour. Merci déjà pour la présentation. Moi, je voulais savoir un peu comment ça se passait si au sein de la SCOP, je ne sais pas si vous avez eu l'expérience, vous aviez par exemple des collaborateurs qui créaient une mauvaise dynamique sur le long terme, et comment vous gériez ça? Alors oui, ça arrive encore une fois, je ne voudrais pas décrire le monde utopique de l'entreprise, ça arrive. Je pense que la différence, c'est que, encore une fois, c'est pas en mode il y a un problème entre un responsable et une personne. Je vous parlais tout à l'heure de la question économique, je pense que c'est la même chose à ce niveau-là, c'est-à-dire on n'a pas un responsable qui va dire à une équipe, là, ça marche pas, puisque l'information économique est donnée à tout moment aux personnes. Donc de la même manière, quand on a un dysfonctionnement, en général, la particularité, c'est que c'est aussi ressenti par le reste de l'équipe et que ça va être partagé. Après, sur la façon de le résoudre, c'est ça aussi votre question? Oui, et puis c'est pas forcément avec le responsable, ça peut être aussi au sein d'une équipe, d'avoir en fait finalement une personne qui joue pas le jeu au final. Et dans ce cas-là, comment ça se passe? Alors, il y a 2 aspects. Le premier aspect, c'est qu'on essaye, en tout cas, dans le cadre des recrutements, d'insister sur cette question culturelle. Quand je vous le disais tout à l'heure, comme il y a un 2e entretien avec l'ensemble de l'équipe,
on insiste sur le fait que devenir un salarié Alma, c'est aussi avoir envie de devenir associé. Donc ça, je pense que ça, c'est assez particulier, puisqu'il y a beaucoup de structures qui recrutent et qui ensuite disent « Ah, au fait, etc. » Donc nous, c'est déjà quand même très introduit en amont. Le deuxième sujet, c'est que quand il y a des différences très significatives d'investissement ou d'état d'esprit, très souvent, on considère qu'on ne peut pas continuer à travailler ensemble. Donc, voilà. La question de l'état d'esprit est aussi importante que la question de la compétence, quelque part. Et ça se décide collégialement ou il y a des formes de, on va dire, de punition, entre guillemets, au sein de... De punition? Non, c'est un peu bizarre, mais c'est un peu imaginaire. En fait, c'est par la discussion. C'est par la discussion qu'on arrive à une conclusion que la collaboration n'est plus possible. Voilà. Alors, je suis pas sûre d'avoir le temps de prendre une autre question. Non. Voilà. Bon, écoutez, merci à tous en tout cas.